Bonjour et bienvenue à cette première partie de l'introduction au disjoncteur. Au départ, on doit se mettre d'accord que les défauts doivent tout d'abord se produire pour que la protection agisse et que la protection ne peut donc empêcher les perturbations, il ne peut que limiter leurs effets et leur durée. Que le choix d'une protection est souvent un compromis technico-économique entre la sécurité et la disponibilité de l'alimentation en énergie électrique. On va suivre le plan suivant. Commençons par comprendre les surintensités, connaître les types de disjoncteurs et passer pour les courbes de déclenchement. Tout d'abord, commençons par une petite analogie et un exemple qu'on connaît tous, faire chauffer l'eau sur le gaz et faire chauffer l'eau sur le bois ou bien sur le charbon. Évidemment, si on va chauffer l'eau sur le charbon, ça va prendre beaucoup de temps pour une bonne quantité, bien sûr. Mais si on le chauffe sur le gaz, ça va nous prendre moins de temps. Pourquoi? Parce que l'intensité dans le cas de gaz est plus importante. En analogie avec l'électricité, on a le fijoule, ou plutôt l'énergie dissipée par un fijoule pour une résistance fixe, constante. On a le carré du courant et le temps. Donc, si on veut faire l'analogie avec le bois, donc ça sera un temps très important et une intensité moins importante. Si on veut faire l'analogie avec le gaz, ça sera un temps minime et une intensité très importante. Et commençons par les surcharges, première forme de surintensité. Dans le cas, par exemple, d'un moteur qui entraîne une charge plus importante que sa charge nominale. Donc, le courant, ou plutôt le moteur, il va appeler un courant plus important que son courant nominal. Donc, dans le cas, par exemple, d'une multiprise qui est surchargée avec des équipements, ça veut dire qu'on appelle un courant plus important que son courant nominal, ou bien sûr dans ce cas, par exemple, qui est plus important, donc le dégât il est encore plus important. Qu'est-ce qui arrive? C'est que on a un courant plus important que le courant nominal et avec le temps qu'on va dégager et dissiper beaucoup de chaleur à effet de joule à cause des fijoules et là on aura des résultats similaires à ce qu'on vient de voir. Dans le deuxième cas, le cas d'un court-circuit, donc le temps de court-circuit est très minime. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas autant que les dégâts arrivent, mais c'est plutôt à cause de l'intensité très importante qu'on aura des dégâts à cause du court-circuit. Alors là, on doit bien sûr avoir des disjoncteurs qui peuvent protéger contre les courts-circuits, des disjoncteurs qui peuvent protéger contre les surcharges. Commençons par le disjoncteur thermique. Voilà le symbole d'un disjoncteur thermique. Son principe il est basé sur ce qu'on appelle une bilame. Une bilame, ce sont deux lames qui sont montées de la façon. Et bien sûr, avec le temps que le bilame il se chauffe, donc il aura cette petite courbure, ce qui va déclencher le disjoncteur. Évidemment, ce disjoncteur il est parfait pour protéger contre les surcharges. Le principe qu'on vient d'expliquer. Dans le deuxième cas, un disjoncteur magnétique, le voilà son symbole, il est basé, son principe il est basé sur un déclencheur, sur une bobine. Donc, cette bobine, lorsqu'elle est parcourue par un courant très important, il fait actionner le déclencheur et ça va déclencher bien sûr le disjoncteur magnétique. Donc, il est basé évidemment sur le principe magnétique d'une bobine. Évidemment, il sera très compétent
pour protéger contre les courts-circuits. Voilà, si on veut rassembler les deux avantages, on aura un disjoncteur magnétothermique. Le disjoncteur magnétothermique, il aura en principe un déclencheur magnétique basé sur une bobine et un déclencheur thermique basé sur une bilame. Évidemment, le principe, évidemment, il va protéger contre les courts-circuits et contre les surcharges. Le disjoncteur électronique. Le disjoncteur électronique, là le capteur il va changer. On aura un capteur de courant. Ce capteur de courant, il peut être ou bien une résistance chaîne, ça veut dire une résistance qui sera parcourue par un courant, et au bord de cette résistance, on mesure la tension pour savoir une idée sur l'intensité parcourue, et ou bien on peut utiliser tout simplement des TC pour le capteur au niveau d'un disjoncteur électronique. Sinon, il y a un dispositif de traitement électronique derrière qui peut être réglé sur une première seuil qui s'appelle seuil de la protection long retard qui remplace le bilame, et une seuil de protection court retard qui remplace la bobine. Évidemment, ce disjoncteur électronique, il peut protéger contre les courts-circuits et les surcharges. Si on veut parler un petit peu de courbe de déclenchement, on regarde notre disjoncteur par exemple, il y a une lettre C et 16. 16, il nous donne l'idée sur la partie thermique, sur le réglage thermique ou bien sur le courant nominal thermique, mais on n'a pas d'indication sur le courant magnétique, sauf bien sûr, ce chiffre, puis cette lettre qu'on va essayer de comprendre ensemble durant la présentation des courbes de déclenchement. Alors, pour la courbe de déclenchement thermique, elle est de cette manière. Donc, il nous donne, bien sûr, attention ici, on a le courant fonction de l'intensité, pas le contraire. Et alors, si le courant est inférieur au courant de réglage, on n'a pas de déclenchement. Donc, il n'y a pas d'intersection avec la courbe. Si on a un courant supérieur au courant de réglage, il y a l'intersection et bien sûr, on aura le déclenchement. Aussi, même si on a l'intersection, pour avoir l'intersection à avoir, on doit avoir un temps supérieur à son temps de réponse. Donc, on a le temps de réponse ici et on a le courant. Bien sûr, cette courbe il nous montre qu'il y a une proportionnalité entre le temps et l'intensité. De plus que l'intensité est importante, de plus que le temps est minime. De plus que l'intensité est moins importante, de plus que le temps est important. C'est inversement proportionnel. Ici, pour les courbes de déclenchement magnétique, on a bien sûr, pour cette courbe, il y a une limite. Inférieure au courant magnétique, il n'y a pas de déclenchement. Supérieur au courant magnétique, il y a déclenchement indépendamment du temps. Le temps, il reste fixe. Bien sûr, pour un disjoncteur magnétothermique, on va voir les deux courbes. On a la courbe magnétique et on a la courbe thermique. Et cette limitation qui veut dire la valeur maximale qui peut couper. Donc c'est le PDC, le pouvoir de coupure de notre disjoncteur magnétothermique. Alors, pour les courbes, on a la courbe Z. Une courbe Z, qu'est-ce que je veux dire? Elle veut dire que le courant magnétique, il est par rapport au courant nominal, compris entre 2,4 et 3,6. Pour la courbe B, ça veut dire que le courant magnétique, ou bien le seuil de déclencheur magnétique, il est 3 à 5 fois le courant nominal. Si on voit la courbe C,
Donc ça veut dire que le déclencheur magnétique, il est compris entre 5 et 10 fois le courant nominal. Pour la courbe D, ça veut dire que le déclencheur magnétique, il est compris entre 10 et 14 fois le courant nominal. Le MA, entre 12 et 14 fois le courant nominal. Évidemment, le Z, il va assurer la protection des circuits électroniques parce qu'ils sont plus sensibles. Le courant B, il va permettre d'éliminer les courts-circuits de très faible valeur. Par exemple, en cas d'un câble de grande longueur, parce qu'au bout de câble, on aura une valeur de court-circuit, d'intensité de court-circuit moins importante. Le C, il assure la protection des câbles alimentant des récepteurs classiques, et le D qui va assurer la protection des circuits des câbles de très forte pointe de courant à la mise sous tension, comme les moteurs, et le MA, il va assurer la protection des démarreurs moteurs. Notre présentation a touché sa fin, mais elle est à suivre.